FO 2021, les étudiants ont eu l'occasion de rencontrer beaucoup de monde et parmi ces gens, ils ont pu rencontrer notamment des réalisateurs de cinéma animalier. Et les étudiants de deuxième année en ont profité pour aller faire des interviews de différents réalisateurs. Donc nous allons là voir une interview de Samuel Ruffier, également un ancien étudiant de l'IFCAM, qui s'est fait interviewer par Corentin Lebar et Clément Guillou. Moi, j'ai fait la première promo de l'IFCAM. Je suis rentré à l'IFCAM en 2004, donc ça commence à faire un paquet d'années. À la suite de ma formation, j'ai travaillé pendant 10 ans pour le WWF. J'aurais fait des films, ce qui était très gratifiant pour moi parce que ça comblait mon besoin de militantisme. J'avais l'impression que mes films servaient à quelqu'un et à quelque chose. Donc ça, c'était super chouette. Puis j'avais une bonne liberté. Mais par contre, il y avait peu de moyens et peu de visibilité. Et à un moment donné, ça m'a frustré un peu. Ça m'a frustré aussi un peu de ne pas avoir beaucoup de budget et du coup de ne pas avoir beaucoup de jouets, beaucoup de choses pour jouer. Donc à partir de ce moment-là, je me suis dit que j'avais envie de réaliser pour la télé. Et du coup, en m'y mettant, au bout de 2-3 ans, j'ai réussi à réaliser pour la télé. Le premier 52 minutes que j'ai fait, c'était Mal-être, qui est passé au festival il y a 5 ans, sur la gestion forestière, qui est un film, encore aujourd'hui, je pense que c'est le film que je préfère. J'ai pris le parti de prendre la salamandre et de raconter toutes les facettes de la salamandre. C'est-à-dire j'ai fait une partie du film, c'est un film naturaliste, la vie de la salamandre. Une partie du film, c'est un film sur la symbolique de la salamandre. Une partie, c'est sur la recherche. Une partie, c'est sur la conservation. Donc j'ai tourné un peu comme ça autour de ma salamandre et j'ai essayé de raconter toutes les facettes de cet animal. C'est un film que j'ai proposé à Julien Perrault, le rédacteur en chef de La Salamandre, pour accompagner le 35e anniversaire de La Salamandre, du magazine. Je lui ai dit, écoute, moi je te fais un film sur La Salamandre pour le 35e anniversaire. En 2018, il y a eu une grosse sécheresse. C'était mon premier automne de tournage. Grosse sécheresse, il n'a pas plu chez moi entre début août et mi-novembre. Donc pas de pluie, pas de salamandres qui sortent, pas de reproduction, donc j'ai pas réussi à filmer. Du coup, on a repoussé le film. Je suis parti filmer à Chambord parce que c'est là qu'on trouvait le plus de choses sur la symbolique. Je suis parti filmer en Belgique parce que c'est là qu'ils étudiaient le champignon qui tue les salamandres et qui met la population en danger. Je suis parti filmer à Oviedo en Espagne parce qu'il y a une micro-population, une histoire incroyable d'une micro-population de salamandres qui vit dans le cimetière de la cathédrale. Et tout ce qui est humain, il y a de la mise en scène forcément, ouais, parce que je suis tout seul, que j'ai des impératifs de temps quand même. Et du coup, si je veux pouvoir filmer ce que j'ai à filmer dans le temps imparti, il faut que je mette mes personnages en scène. Alors moi je travaille avec Mona Lisa parce que j'habitais à Lyon et qu'ils sont à Lyon, donc c'est à cette porte-là que je suis allé taper. Du coup maintenant je continue parce que j'ai un accès privilégié aussi aux producteurs. C'est-à-dire que j'ai pas besoin d'écrire un dossier pour aller les voir. J'appelle Thierry, je lui envoie un mail, j'ai cette idée.
T'en penses quoi? Et il me dit bah non, ça a déjà été fait. Ah oui, c'est une bonne idée, par contre je la vois pour cette case-là, écris-le comme ça, etc. Mais là le deal c'est t'as fait un film avec une prod qui t'a amené à un endroit, à une place privilégiée avec le diffuseur. Quand tu lui tends le dossier, bah, tu lui tends le dossier avec cette prod-là. Tu vas pas lui dire ah j'ai ce film-là, mais par contre c'est pas Mona Lisa, c'est un autre film. Donc c'est aussi pour ça que je réalise pour eux. Un film, ça se fait avec des contraintes. Et je pense que c'est même hyper important d'être contraint par des exigences du producteur, un budget, une case dans laquelle rentrer. Je pense que ça fait partie vraiment du métier et que même la meilleure façon de planter un film, c'est justement d'avoir zéro contrainte. Et du coup, tu as devant toi une page blanche que tu n'arrives jamais à remplir et que tu rates, quoi. Un bon producteur, il va t'accompagner sur l'aspect artistique. Normalement, il devrait être aussi capable de donner tous les moyens possibles au film pour exister et exister comme il devrait exister. Ce qui n'est pas toujours le cas. Les producteurs, ils ont aussi beaucoup de films à faire et puis soit ils rentrent dans leur rail, soit ils rentrent pas. Et il y a beaucoup de producteurs qui, si le film ne rentre pas dans leur rail, bah, ils le laissent, ils l'abandonnent en fait. Les aides institutionnelles de la région, elles sont rares. Nous, dans la région Rhône-Alpes, là où je travaille avec Mona Lisa, il n'y en a pas. En fait, il n'y a pas d'aide au développement, il n'y a pas d'aide, pas d'autre que le CNC en fait. Donc, du coup, on ne les chasse pas. Celle qu'on peut essayer d'avoir, c'est une aide qui s'appelle la ProCirep, qui est une aide qui est plus sur les films qui traitent de thématiques sociales. Donc, on a eu par exemple sur Ma lettre avec Paul, parce qu'on a un aspect très social, c'est environnemental et social ce film. À chaque fois, ces aides-là, elles sont plutôt vues comme des bonus. Mais c'est la politique de Mona Lisa, toutes les prods ne fonctionnent pas pareil. Mona Lisa, ils partent jamais sur un film s'il n'a pas déjà un budget, donc s'il n'a pas un moyen de production, qui est souvent la télé. Et qui dit diffusion télé, dit aide au CNC. Mona Lisa, comme c'est une grosse boîte qui produit beaucoup, elle a ce qu'ils appellent l'aide au CNC automatique. C'est-à-dire que les films, à partir du moment où ils ont un diffuseur télé, ils ont automatiquement le CNC, ils ne sont pas obligés de passer en commission. Du coup, ils construisent leur budget comme ça. Tu as Ushuaïa met 20 000, le CNC met 10 000, et toi tu as 30 000 pour faire ton film, moins ce que prend la prod, mais voilà. Et donc ça fonctionne un peu tout comme ça. Il y a d'autres boîtes de prod qui, à l'inverse, vont pousser un film, mettre des sous dedans en pariant qu'il va être diffusé plus tard, la télé va l'acheter, et souvent ça marche. Quand ça marche pas, c'est un peu la merde, mais souvent ça marche. Ouais, les aides de la région en Rhône-Alpes, ça, il faudrait qu'ils s'y remettent. Il y avait des aides à l'écriture. Les aides à l'écriture, ce serait vraiment un plus, parce que c'est quand même vraiment là que se fait un film, et c'est quand même un truc que nous, en tant que réalisateur-auteur, on assume seul. C'est super rare qu'on soit payé sur ce travail-là. Et c'est là où justement je pense que la politique culturelle, elle pourrait avoir un vrai rôle à jouer en aidant ce travail d'émergence. Peut-être d'essayer de rentrer par les petites portes, dans des tournages, dans des boîtes de prod. Moi je suis rentré en faisant des films institutionnels pour Mona Lisa et en faisant chef-op. J'ai commencé par faire des films institutionnels, ils ont vu que j'étais carré à la caméra, donc je suis rentré chef-op, et puis ils ont vu qu'au bout d'un moment tu fais chef-op sur une séquence où il n'y a pas le réalisateur, ils voient que tu sors la séquence, ils se disent bah, peut-être qu'il peut faire réalisateur, et c'est comme ça que je suis rentré, et je pense que c'est une bonne porte d'entrée, parce que les premiers films, il y a quand même un gros enjeu dessus, à pas se griller. Rater ton premier film, je pense que c'est compliqué de s'en relever. Du coup, ça vaut le coup d'être un peu solide quand tu le réalises. C'était donc une interview proposée par Corentin Lebar et Clément Guillou.